Bonjour, c'est l'instant Lovecraft, le vin, c'est pas rien. Je voudrais vous parler d'une découverte que j'ai faite toute récemment. Je me suis mis dans l'ordi parce que je vais intercaler pas mal de petites choses que je vais refaire en copie écran. C'est bizarre, les découvertes. En fait, les découvertes, c'est simplement des choses qui sont là, mais on ne sait pas chercher. Et ça vous arrive quand vous cherchez dans Lovecraft, là, tous les paquets de livres là, que j'avais en train de farfouiller. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour un dimanche d'hiver? Et c'est pareil aussi pour ceux qui cherchent l'univers. Chercher l'univers, c'est une expression qui marche, ça. Mais c'est une photo de Lovecraft. Mais c'est une photo bizarre de Lovecraft. C'est une photo qu'on ne connaissait pas de Lovecraft. Pourquoi? Ben, il n'est pas dessus, il est invisible. Ah, et franchement, les mecs, pour qui je vous prends? Ça compte une photo de Lovecraft où Lovecraft est invisible? Ben ouais, figurez-vous. Pour moi, c'était rien qu'un nom. Le nom, c'était Winslow Upton. Upton, c'est un astronome. Il est né à Salem, vous savez, la ville des sorcières qui est si importante pour Lovecraft. C'est là qu'il se situe, rêve dans la maison de la sorcière. Mais il a fait ses études à Providence. Et de là, il est parti à Harvard. Et c'est à Harvard qu'il a euh, fait son chemin avec l'observatoire de l'université. Et quand Providence a construit son propre télescope, c'est Upton qu'ils ont fait venir. L'université Brown, donc là où habite Lovecraft, juste à Angel Street, et là où il finira sa vie, College Street, installe son télescope tout en haut de cette colline qu'on retrouve tout le temps dans la disposition géographique de Lovecraft. C'est pas si loin, ça fait un bon kilomètre, quoi, un bon kilomètre, 1,5 kilomètre. Et à l'époque, c'était pas du tout construit comme maintenant, c'était déjà les bois, et voilà, cette coupole est installée là. Et quand j'ai fait mon propre séjour à Providence, bien sûr, tout le temps, je passais devant, je n'ai pas demandé à visiter. Je pensais pas que ça avait de l'intérêt de le visiter. Vous voyez comme on peut être con, non? Et alors qu'il n'y aurait rien eu de plus facile, je suppose, que d'aller frapper à la porte, expliquer pourquoi ça m'intéressait. Bien sûr, j'avais une petite pensée. Ah, le fameux télescope que Lovecraft, etc. Mais je m'étais arrêté là. Et c'est ça la difficulté quand on cherche comme ça dans des trucs comme Lovecraft. C'est comment on installe ou comment on fabrique, comment on se fissure soi-même pour fabriquer sa propre curiosité et la mettre au bon endroit. Lovecraft naît en 1890, mais c'est précisément à ce moment-là que la Brown fait construire ce nouveau télescope. En 1895, Lovecraft a 5 ans, revient à Providence, William Upton de Harvard, pour en prendre la direction. Il se trouve que Upton, là par contre on a très peu de renseignements. Mais ça, j'en avais déjà parlé. Vous savez, on fait de Lovecraft quelqu'un élevé principalement par sa mère et ses tantes. C'est pas si simple que ça. Les maris des deux tantes, Lillian et Annie, ont une influence considérable sur sa formation. Et il semble bien que ce soit le mari de Lillian, celui qui justement sera sera un petit peu l'initiateur pour la littérature, qui est lui-même un ami de Upton et permet à l'enfant parce qu'il est curieux, mais vous savez, vers les 10 ans, il y a ces espèces, ce qu'on dit, nous, problèmes nerveux, en tout cas, quand il a 10 ans, on le retire du système éducatif. C'est lui qui apparemment le présente à Upton, et Upton invite l'enfant de 11 ans à avoir libre accès à son télescope. Début d'une nouvelle histoire. Alors l'histoire, à partir de là, on la connaît. Peut-être par contre, il faut la remettre un petit peu dans l'ordre. Upton, en tant qu'exerçant cette responsabilité, à Providence, le journal local a une influence considérable. Et ce journal de Providence, Lovecraft va le lire toute sa vie, même quand il est à New York, chaque semaine, sa tante lui met un rouleau bien serré avec une ficelle et lui envoie, et pour lui, recevoir le journal de Providence, déjà lu par sa tante, même avec une semaine d'écart, c'est un rituel dont jamais il ne se défera. Upton tient dans le journal de Providence la rubrique d'astronomie. Et c'est cette rubrique qui sert à Lovecraft aussi de lieu de reconnaissance. C'est par elle qu'il sait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a à regarder, quelle comète, quoi sur tel alignement de planètes. Et
Upton, à ce moment-là, est déjà considérablement célèbre. Pourquoi? Il a découvert et identifié une constellation, la constellation de Persée. Ça, c'est avant que Lovecraft vienne dans le télescope, c'est vers 1898. Mais ça veut dire que dès que Lovecraft s'installe à côté de Upton, et c'est pour ça que pour moi cette photo est géniale, importante, et j'avais jamais vu cette photo rapprochée des études Lovecraftiennes ou publiées dans un document Lovecraftien. Il s'assoit, il met devant ce télescope. C'est curieux aussi parce que dans les autres photos, je vous montre en même temps, il y a dans ce télescope un beaucoup plus petit de 5 pouces. Lovecraft lui-même a sa propre lunette de son propre petit télescope, qui n'est pas un télescope d'enfant, c'est vraiment un petit télescope tout simplement de 3 pouces. Mais venir s'installer là, ça veut dire qu'on est déjà dans la même position où on peut faire se révéler dans l'univers, dans l'espace, des choses dont on ne s'était jamais aperçu de l'existence. La preuve pour Lovecraft que ça comptera, c'est que même bien plus tard, en 26, par le 24, je crois, il y a des lettres, par exemple, à George Kirk, c'est son commun de Providence, où il dit « Mais quiconque sait me regarder s'aperçoit que ma courbure de cou, comme ça, est un peu bizarre, et c'est parce que pour toutes ces années où je venais au télescope me planter devant la lunette avec cette courbature, voilà ce qu'il a à l'intérieur de la tête. » Il y a un autre moment aussi où il parle de ses visites au télescope, c'est quand il parle de sa bicyclette. La bicyclette, c'est l'outil de la liberté pour rejoindre les forêts et toutes ces images de nature torturées, visqueuses, nauséabondes, qui sont tous ces marais qui entourent Providence, c'est l'estuaire de la Zéconque. Mais le vélo, c'est l'instrument de la liberté pour aller en pleine nuit rejoindre Winslow Upton au télescope et puis en revenir en plein milieu de la nuit. Et tant pis si les heures de jour et de nuit sont complètement décalées. Avec tout ça, on ne s'est pas beaucoup écarté d'une curiosité a priori naturelle chez un enfant ou d'un adolescent. À quel endroit ça revient sur l'écriture? Winslow Upton est chargé de cette chronique astronomique dans le journal de Providence. Il est fort probable que ce soit lui qui obtienne du journal, que cette chronique soit complétée ou relayée, peut-être qu'il en a un peu marre et tout ça, par ce gamin qui est presque comme son apprenti, et Lovecraft de quasiment 1903, donc il a que 13 ans, jusqu'à ses 18 ans, va régulièrement fournir le journal local en articles. C'est-à-dire que l'écriture, dès comme ça, c'est 13-14 ans, c'est ce qui est publié, c'est ce qui vous met en contact avec les autres. C'est le partage de savoir et l'invention de monde. Vous pensez que j'exagère? Deux éléments. Par exemple, il s'achète sa Remington, sa machine à écrire, très tôt. Et comment il se la paye, la Remington? Bien, tout simplement parce que ces années-là, avec un copain, ils éditent un minuscule almanach avec ses indications comme ça, astronomiques et météorologiques. Ça veut dire que dès ses 14 ans, Lovecraft est quelqu'un qui imprime des almanachs, vend ces almanachs, compose un journal. Et donc là aussi, on est loin, loin de la fiction, mais le modèle mental qui sera celui de l'écriture est associé à la diffusion de cette écriture. C'est déjà en germe dans cette période. Alors on retrouve toutes ces choses-là au hasard des lettres. Par exemple, l'autre croisement comme ça de l'écriture entre Lovecraft et Winslow Upton, c'est qu'il est l'auteur de plusieurs atlas du ciel, plusieurs cartes du ciel, et atlas donc avec la description des étoiles, de leurs mouvements, la description des constellations. Et cet atlas de Winslow Upton, Lovecraft, évidemment, il y en a un dans sa bibliothèque, et c'est quelque chose auquel il aura toute sa vie avec lui, qu'il emmène à New York et auquel il se réfère en permanence. Winslow Upton va mourir début 1924. C'est pile le moment où Lovecraft
se prépare à partir à New York, pile le moment où où la relation avec Sonia prend le dessus sur autre chose. Donc, bon, j'ai pas trouvé de choses écrites sur son rapport à Winslow Upton au moment de la mort de l'astronome. C'est-à-dire quelqu'un qui a été aussi décisif, aussi présent. Ça veut dire que tous les soirs, passer des heures derrière le dos de ce bonhomme. C'est pour ça que cette photo, pour moi, est géniale, en train de scruter comme ça le fond du ciel. Ben, ça doit faire quelque chose, non, à 24 ans, quand après le grand-père, après le père, après la mère, voilà encore un autre qui s'en va. Ah, tenez, j'ai oublié aussi. Euh, Là, on est, je crois, en 1915, juste après le début de la Première Guerre mondiale. L'université Brown invite un astronome très célèbre, Lowell. Percival Lowell. Lowell travaille sur les canaux de Mars, travaille sur l'histoire de la planète Mars, l'histoire géologique, mais tout le mystère qu'il peut y avoir avec. Et il installe dans le désert de l'Arizona, à Flagstaff, vous savez, là où se passent les polars de Tony Hillerman, un télescope géant. Et c'est grâce à ce télescope que tout d'un coup, la science va faire un bond en avant. Ça recroise aussi l'histoire de Lovecraft. C'est grâce à ce télescope de Flagstaff, mais après la mort de Lowell, qu'on va découvrir la planète Pluton. Et la découverte de Pluton, cette planète tellement bizarre, on ne sait pas si c'est gazeux, matière, elle est à peine visible, on ne sait pas si c'est un corps comme ça qui s'est greffé au système solaire, qui s'y est aggloméré ou autre. Bon, je ne suis pas astronome, c'est pas la question. Astrophysicien, pardon. Bien, c'est grâce à Lowell que cette découverte sera faite, et c'est cette découverte qui va engendrer des histoires comme la couleur tombée du ciel. On va la retrouver aussi dans Chuchotement dans la nuit. Eh bien, quand Lowell vient faire cette conférence à la Brown, Winslow Upton est tout fier de lui présenter ce jeune si prometteur qui, depuis ses 11 ans jusqu'à ses 15 ans, passe toutes ses nuits avec lui sur le télescope. Et pour Lovecraft, ce sera aussi un événement considérable. Ça aussi, intérieurement, comment ça vous fabrique comme ça dans la position d'auteur. Ciel de décembre, ciel de janvier, c'est mensuel, oui. Ciel de septembre, il y en a des pages et pages. L'astrologie et le futur, le ciel et son contenu. C'est-à-dire cette poésie de ce qu'on regarde au télescope, Lovecraft en fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, une poésie écrite. C'est-à-dire que le moment où il achète sa machine à écrire et le moment où il s'attelle à cette chronique mensuelle pour le journal de Providence, avec tout ce que cela représente intérieurement, ça, la langue est d'emblée hors du réel immédiat, elle est d'emblée comme si elle surgissait de ce réel très lointain, ce réel de la nuit, ces objets invisibles de la nuit, cet inconnu de la nuit, pour venir jusqu'à nous qui regardons, qui contemplons, qui calculons, qui expliquons. Tout ça non pas pour nous l'approprier, l'espace est inappropriable, mais pour simplement apprendre notre part d'inconnu, nous présenter devant notre part d'inconnu. C'est en ce sens-là que pour moi, ces chroniques astronomiques du tout jeune Lovecraft sont déjà la formation d'écriture au grand récit qui nous trouble tant, et qui nous trouble tant justement par cette constante présence du vide, de l'espace. Et c'est pour ça que j'étais sacrément fier d'avoir ramené jusqu'à la constellation Lovecraft la discrète, beaucoup trop discrète, galerie photographique, je vous mets le lien ci-dessous, du Ladd Observatory de la Brown University, et puis cette photo où, derrière l'épaule de Winslow Upton, parce que c'est ça qu'il disait, j'étais toujours derrière son épaule, et toutes les 20 minutes, il me disait « Regarde, c'est ton tour », en me disant ce qu'il y avait à voir.
Ça nous donne pas des idées sur ce qu'on a à faire dans la vie, ça?